Mon parcours, c'est comme les Africains, les Sahéliens de ma génération, c'est un parcours, je veux dire, exceptionnel ou difficile, en ce sens que la scolarisation n'était pas généralisée, mais surtout l'accès à l'école, l'accès physique à l'école n'était pas facile. Il fallait aller de chameaux, de voitures ou à pied sur de longues distances. Ensuite, c'est pas partout qu'on avait de très bons enseignants. Et pour ma génération en Mauritanie, j'ai fait le bac à Dakar. Les études en Mauritanie s'arrêtaient en seconde. Donc c'était assez compliqué. Ensuite, il fallait aller en France. Et à l'époque, ce n'était pas donné. Et il n'y avait pas cette facilité non plus de... Bon, on avait l'avantage d'avoir des bourses, mais on connaissait la France sur le plan théorique, les questions de climat physique, je veux dire, le climat physique, la communication avec les parents n'était pas facile. Il fallait la chance, mais je ne crois pas beaucoup à la chance, je crois à la volonté d'avoir la chance. Donc il y avait beaucoup de détermination. Et ma génération, c'est la génération, donc les premières années de l'indépendance, la fin de la colonisation, et on était convaincus qu'en faisant des études, qu'en réussissant, on allait non seulement être indépendant, mais solidement indépendant, et très naïvement nous étions convaincus que c'est une question d'années, c'est même pas de décennies, pour rattraper les grands pays sur le plan économique. Donc c'était une conviction partagée. Nous pensions qu'avec l'indépendance, c'était acquis, on allait être des pays développés. Ce n'est qu'au milieu des années 70 qu'on a compris que c'était une illusion. Alors après donc des études en Europe, Étudié en France. J'ai étudié en France, Grenoble et Paris. à Grenoble et Paris, donc Sciences Po Paris, la Sorbonne, mais avant à Grenoble, que j'aimais beaucoup. Les Alpes, c'était plus humain que Paris, il y avait beaucoup moins de gens. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi, disons, on dit qu'on a la chance quand on la cherche. J'ai fait des stages très tôt aux États-Unis, ce qui a ouvert ma curiosité aux langues et un peu à l'aventure, ce qui n'est pas exceptionnel pour un Mauritanien, parce que nous sommes de grands nomades et l'aventure ne nous fait pas peur. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, nous allions faire nos études avec une seule ambition, rentrer au plus tôt, plus vite pour la construction du pays. Donc il n'y avait même pas d'hésitation de rester à l'étranger. Et effectivement, c'était plus facile qu'aujourd'hui pour accéder aux fonctions des directeurs, de conseillers des ministres, et même entrer dans les gouvernements ou dans les services diplomatiques qui étaient ma passion. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ce parcours avec toute une génération. Et il y avait un autre avantage, la plupart des gens, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au Maghreb, avaient fait le même genre d'études et se rencontraient en Europe. Et j'ai remarqué plus tard dans ma vie professionnelle que c'était la même chose pour l'Afrique orientale et australe, anglophone. Les gens qui étaient à Londres, comme les gens qui étaient à Paris, donc en Angleterre, au Royaume-Uni ou en France, ont créé des solidarités au-delà des frontières. Ce qui fait que les premières générations de l'indépendance étaient des générations des gens qui avaient énormément de liens personnels, intellectuels et de fortes solidarités. Et ça permettait de faciliter la coopération bilatérale entre les États, ça facilitait la compréhension et des attitudes communes. Et c'était un peu ça avant l'heure de l'unité africaine. On ne peut pas décréter l'unité africaine, arabe, européenne par décret, mais ce n'est pas les solidarités, les expériences, les parcours humains. Et les premières générations avaient ça. Ils ont travaillé ensemble comme aux fonctionnaires, comme ministres, mais auparavant ils ont été étudiants ensemble ou élèves. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y avait une école régionale des travaux publics à Dakar, les lycées de la Fosse, ou d'élevage à Bamako, ou des travaux publics. Donc il y avait des filières qui facilitaient cette cohésion. Et étudiants en Europe, ils étaient
Ils avaient les mêmes syndicats, les mêmes approches, ainsi de suite. Donc voilà un peu, bon, plus tard à cause des péripéties de la vie, des parcours politiques et autres, j'ai opté pour une orientation internationale, et, bon, musulman, mais aussi, je crois au destin. Je pense que la chance, il faut la chercher. Quand on travaille, on a toujours de la chance. Mais je crois aussi qu'il faut chercher la chance en travaillant. Donc j'ai travaillé après plusieurs stages donc, aux Nations Unies et à la Banque mondiale et j'ai réussi à être à des niveaux de décision. Et ça c'est assez intéressant et j'ai fait le rapprochement que quand j'étais jeune fonctionnaire membre du gouvernement, je n'étais pas très favorable au parti unique. Parce que je suis d'une famille traditionnelle où j'ai vu que les gens aimaient bien dire oui au chef. Et le parti unique, c'était un peu la même chose. Et donc, plus tard, mes premières missions politiques au niveau des Nations Unies, mes premières missions diplomatiques, étaient pour gérer les dégâts causés par les partis uniques dans la guerre froide. Parce que les partis uniques imposaient un leader bien aimé. Et la plupart des crises politiques que nos pays ont connues sont liées, je dis la plupart, à la gestion des partis uniques. Que ce soit en Somalie où j'ai servi, que ce soit au Burundi, que ce soit au Soudan, c'est cette gestion autoritaire des partis uniques, c'est pas seulement les gens, les Algériens les appellent uniques, au lieu de unique, et patrimonial, a déstabilisé toutes les sociétés. Et chez nous, c'était surtout la Guinée qui, pour des tas de raisons, donc, a opté pour cette option et elle exerçait un attrait sur une partie des élites et les gouvernements, pour se défendre, sont allés dans la gestion des partis uniques. Et c'est ce que j'ai géré donc aux Nations Unies par un curieux retour de l'histoire. Donc je me posais et mes premières missions, c'était un peu les guerres civiles après la chute du mur de Berlin et l'ouverture de nos pays. Négocier, c'est vraiment essayer de comprendre les parties à la négociation, mais ne jamais se mêler des problèmes personnels et d'être un ami de tout le monde. Par exemple, vraiment j'ai eu des négociations très difficiles en Somalie et plus difficiles surtout au Burundi. Par exemple, au Burundi, bon, premièrement, je parlais de Burundi parce que c'était très intéressant. J'étais très jeune et on m'a dit de faire des élections. Parce qu'ils ont fait des élections et un Hutu a gagné, il a été assassiné. Et on m'a dit de faire des élections. J'ai rien dit. Quand je suis venu là-bas, j'ai envoyé un télégramme que je ne veux pas faire des élections. Les gens ne peuvent plus me rappeler. Ils viennent de m'envoyer. C'était un bluff. Bon, Boutros Ghali était un peu cinglé, il pouvait, mais j'ai dit, on ne peut pas faire de... Ils m'ont dit pourquoi. J'ai dit, ils ont fait des élections. Un bonhomme a gagné, il a été assassiné. Et vous leur dites de recommencer. Ils ne peuvent pas. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, je vais demander que les gens fassent une élection indirecte. Celui qui a été élu est un Hutu. Il faut faire en sorte que le nouveau président soit Hutu, mais sans aller au vote populaire. Parce qu'en temps normal, les élections déstabilisent la population. Pour les fortes raisons, on vient de tuer un président. Ensuite, ça coûte cher. Donc, il faut amender la Constitution, faire élire un Hutu et on laisse tomber. Donc, pour moi, les négociations, c'est d'être créatif. D'être créatif, de consulter les gens qui ont une influence. Dans une négociation, il faut parler aux gens qui ont une influence. Mais quelqu'un vous dit, je suis ministre, c'est son affaire. Ça n'intéresse pas les gens. Nous, présidents,
ont des systèmes qui parfois ne sont pas structurés. Les gens qui ont le plus d'influence n'ont aucune fonction. Très informel. Oui, c'est informel. Moi, je connais un président à qui on a offert des chances extraordinaires de s'en sortir, il a refusé. Quelque temps après, il a été renversé. Donc, parce qu'on n'a pas parlé aux gens qui ont une influence sur lui. Et ma chance dans les négociations, je pense que c'est une qualité d'Africain. Parce que chaque pays a sa culture. Je crois que les Européens sont très rigoureux. Notre informalisme nous aide beaucoup à réussir. Par exemple, quelqu'un vous dit les présidents. C'est pas ça l'essentiel, mais quelle est l'influence sur lui? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa tante? Est-ce que c'est la belle-mère de son fils? Est-ce que c'est... Je dirais même pas le marabout, mais c'est la famille directe. J'ai toujours pensé qu'il fallait parler à la fille de Gaddafi. Les gens parlaient à son fils. Il faut parler à la mère des enfants ou à la sœur. Donc, c'est des choses qui m'ont aidé. Comme je suis de famille traditionnelle aussi, ça a beaucoup aidé. L'autre, pour les négociations, il faut aussi parler aux gens, les étrangers qui ont de l'influence. Par exemple, vous décidez quelque chose quand vous êtes aux Nations Unies, à l'OUA, la Ligue arabe, l'Union européenne, mais qui paye? Si les Américains ne sont pas d'accord, ou les Français, ou les Anglais. Oui, quelqu'un qui dit je vais envoyer des troupes, mais qui va les transporter? En plus, il faut avoir une vie personnelle rigoureuse. Donc, connaître le dossier, respecter les gens, être strict avec soi-même. Vous ne pouvez pas aller dans les bars, danser, prendre de l'argent aux gens et venir le lendemain raser une cravate et dire que vous allez négocier. Aucun respect pour vous. Moi, j'avais des jeunes filles qui travaillaient avec moi, des jeunes garçons. Je leur dis que leur vie privée était aussi mon affaire. Je leur dis votre vie professionnelle est mon affaire. Mais dans un petit pays, votre vie privée est mon affaire. Si vous voulez vous amuser, allez en Europe, je vous donne un congé, mais pas à Bujumbura. C'est un petit pays où tout le monde se connaît. Si vous êtes à Saint-Louis, tout le monde se connaît. À Dakar, il y a un anonymat, éventuellement. Donc vous ne pouvez pas, et les gens qui sont en guerre cherchent à survivre. Donc ils sont prêts à tout pour vous piéger, vous corrompre. Il faut tenir compte, il ne faut pas dire non, ça c'est des gens, ils s'en foutent, non, non. Faire très attention. Donc ne pas accepter qu'on vous paye un verre, ne pas accepter qu'on vous paye un repas et ne pas se familiariser, ne pas sortir, fille ou garçon, avec les gens. Dans un petit pays, si vous êtes au Brésil, faites ce que vous voulez. Si vous êtes dans une grosse ville comme Nairobi ou Dakar, oui. Mais à Bujumbura, Mogadiscio, il faut faire très attention.